tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 16 mai, vendredi 16 mai. Ça doit faire un mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Le stock de vidéos réduit comme peau de chagrin et je me suis dit que ce serait quand même bien que je retourne quelques vidéos pour en avoir dans le stock pour qu'il n'y ait pas de panne dans le stock. Surtout que je ne vous ai mis qu'une seule vidéo très liée à ce portail de la peur du manque. Focus sur ce portail. Bien entendu, chaque vidéo doit vous faire avoir des déclics et vous mettre en lumière certaines peurs du manque. Par rapport à tout ça, je sais pas, j'espère que vous avez plein de déclics. En dessous de la première, vous aviez listé pas mal de peurs du manque que vous aviez repérées. C'est vachement bien. Moi, la peur du manque qui apparaît peut-être le plus pour moi, personnellement, ce mois-ci, c'est le temps. Le temps. J'ai souvent été, alors c'est pas pour vous raconter ma life, c'est pour vous faire avoir des déclics sur des choses que vous n'auriez peut-être pas explorées de votre côté. C'est peut-être une peur du manque que vous n'avez pas abordée, en fait. J'ai souvent eu, je pense, un problème avec le temps. J'ai souvent été une boule de nerfs. J'aime faire plein de choses. Et inévitablement, le temps, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Parce que j'aimerais toujours faire 10 000 choses et je n'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais très connectée au temps. Plus de la même façon qu'avant, mais le temps, c'est quand même quelque chose qui, moi, est dans mon esprit contrôlant. Vous le saviez, j'avais une blessure de trahison importante. J'ai donc eu des mécanismes contrôlants, mais les mécanismes contrôlants sont différents d'une personne à une autre. On a tous des mécanismes contrôlants qui sont tous différents. Moi, mes mécanismes contrôlants, c'était donc de courir comme une boule de nerfs, faire plein de choses pour réussir à faire plein de choses de ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai souvent été une petite pile électrique. C'est fatigant de toujours être une pile électrique. J'ai appris à me lâcher la grappe. J'ai appris à être moins tornade. J'ai appris à faire les choses plus en conscience. De prendre le temps de faire les choses pour que ce soit moins une corvée. Avant, j'étais capable, si je voulais que plein de choses soient faites dans la maison, de passer des week-ends complets à faire que des corvées pour que tout avance comme il faut. Mais après, j'étais dégoûtée parce que j'avais pas profité de mon week-end pour d'autres aspects de ma boule à facettes et j'avais fait que des corvées. Cette année, je vois que j'ai changé là-dessus. J'ai évolué. Inévitablement, ma fameuse tendinite à l'épaule droite m'a beaucoup aidée en ça. C'est que depuis un an, j'apprends à ralentir le rythme, à arrêter d'en faire trop. De faire trop de travaux, de faire trop de sport, de faire trop de... Voilà, toujours trop. Parce que petite pile électrique. Ça m'a énormément fait travailler la frustration, parce qu'inévitablement, j'ai dû cohabiter avec le fait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites. Et comme je suis de nature maniaque, cela m'a fait travailler la patience. Quand on est contrôlant, on veut que les choses aillent vite, vous voyez. Moi, j'avais tous ces aspects-là dans mes esprits contrôlants. Dans mon esprit contrôlant, c'était ça. Et ça a changé beaucoup mon état d'esprit sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
j'ai dû apprendre à mettre les priorités. Parce que comme tout ne pouvait pas être fait, il y avait des choses à passer en priorité et d'autres les faire attendre. Être patient pour ces choses-là, parce que je ne pourrais pas l'avoir tout de suite. Vous devez vous demander dans quel genre de contexte ça se traduit chez moi. Ça va vraiment se traduire sur des trucs vraiment stupides en ce qui me concerne. C'est-à-dire des travaux dans la maison, c'est-à-dire que si je veux faire en un week-end, repeindre tout dehors, passer le karcher, désherber, tailler les arbres, ça va pas être possible. Oui, mais moi, avant, j'aimais voir tout nickel. Donc, inévitablement, vous pouvez pas. Et comme j'ai souvent aussi des invitations à caser les week-ends, inévitablement, et comme la météo joue aussi, vous voyez, vous pouvez pas tout avoir. Vous êtes obligé de patienter. Avec des choses qui, quand vous les voyez, sont pas parfaites. Moi, je suis très... C'est quelque chose que ma maman ne comprend pas. Elle est très sensible à la météo. Quand il fait pas beau, ça l'énerve. Ça la déprime. Moi, c'est le bordel. Je n'aime pas le bordel. J'aime que ma maison soit rangée. Et comme j'ai des baies vitrées tout autour de la maison, j'aime que mon jardin soit nickel. Et l'ordre visuel, pour moi, m'apaise. Si je vois du bordel, ça m'irrite, ça m'électrise. Ça fait partie de mes névroses. J'aime donc que ma maison soit propre. J'aime que ce soit rangé. J'aime que mon jardin soit nickel, ce qui me demande beaucoup de temps pour gérer tout ça. J'aime la beauté visuelle. J'aime l'esthétique visuelle. J'adore la décoration. J'adore les fringues, vous le savez. Je suis très sensible à la beauté visuelle. Pas chez les gens, hein. Les gens, j'en ai rien à foutre. Les gens, j'en ai rien à foutre. Hein. Pas dans mes relations ou quoi que ce soit. Et même sentimentalement parlant, ça ne fait pas spécialement partie de mes critères. Je suis plus sensible au charme que le côté physique et physique, vous voyez, vraiment le côté parfait, pas du tout, pas du tout. Étrangement, je suis très contradictoire là-dessus, mais voilà. Non, mais j'aime que dans la maison, voilà, vous voyez, j'aime les beaux paysages, je suis très sensible à ces choses-là, que l'environnement soit beau. Je suis sensible à ça, et cela m'apaise. Quand ma maison est... Ah là là, j'adore. Et ces derniers temps, j'ai été très bousculée au niveau de mon agenda, et j'ai eu beaucoup d'impondérables et de choses à gérer. J'ai dû accueillir une personne âgée chez moi, c'était pas prévu, pendant une dizaine de jours. Et ce qui n'a pas facilité mon agenda à moi pour mes consultations. Je n'ai donc ni fait le pont du 1er mai et je n'ai ni fait le pont du 8 mai. Car c'était compliqué pour moi d'être sur tous les fronts et de gérer cette personne à la maison seule, alors que je devais travailler à côté. Inévitablement, cela m'a mis en retard sur tout ce que j'avais prévu de faire, dans tout ce que j'avais prévu d'avancer dans ma maison. Trier les armoires, plein de choses que j'avais prévu d'avancer, tout a été mis en pause et en stand-by. J'ai été très confrontée à la notion de temps. Ça a été inconfortable pour moi,
Mais j'ai vu ma progression dans ma gestion émotionnelle, c'est que énormément plus de capacité à relativiser qu'avant. Alors qu'avant, ça m'aurait... Et j'aurais bossé dans mon jardin jusqu'à pas d'heure. Vous voyez, pour que les choses avancent, j'aurais de nouveau fait la tornade. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être une tornade. C'est fatigant de toujours être une tornade. J'aime aussi me lâcher la grappe. J'ai beaucoup plus de facilité à m'allonger dans mon transat. L'année dernière, j'ai acheté un transat suspendu qui balance. Quel plaisir, quel bonheur. Et bien ça, avant, je ne l'aurais jamais fait. M'allonger dans un transat. Maintenant, je sais le faire. Maintenant, je sais le faire. Je sais me dire que même si j'ai beaucoup de choses à faire, si j'ai déjà avancé un peu dans mes corvées, ben le reste, ça sera la prochaine fois. Avant ça, je ne savais pas faire. Il fallait que tout soit fait le plus vite possible. Je me malmenais. J'étais masochiste. J'étais une vraie dictatrice avec moi. Et je sous-traitais pas grand-chose en fait. Beaucoup dans cette notion que si tu as envie de quelque chose, fais-le toi-même. De toute façon, dans la vie, tu peux compter que sur toi. Donc en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, je me fous la grappe. Je me fous la paix. Ce week-end, je vais avancer dans la penderie de ma fille. Ça sera peut-être la seule corvée que je ferai du week-end. Puis peut-être un peu de jardinage, on verra, selon la météo. Mais ça avancera un petit peu tous les week-ends, mais je ne fais plus des week-ends corvées. Car j'aime aussi me poser. J'ai besoin, sinon je n'arrête jamais. J'ai changé. J'ai changé. Ce matin, j'ai eu un défi. J'ai rigolé. Et si je vous raconte ces anecdotes, c'est pour vous montrer comment les guides nous malmènent sur les notions qui nous sont inconfortables, sur lesquelles on est sucre d'orge. Ce matin, j'avais un rendez-vous chez un spécialiste, à 45 minutes de chez moi. Et au moment de partir, j'ai eu des problématiques avec mon changement de téléphone. Mon application GPS ne s'était pas transférée sur le nouveau téléphone, comme par hasard. Il n'y avait jamais de hasard, non. Et quand j'ai voulu l'installer, elle déconnait, les paramétrages ne fonctionnaient pas. Donc en fait, ça m'a fait perdre du temps. J'ai démarré un peu en retard. Et je sentais bien que j'allais être en retard. C'est en plein centre-ville. Il faut quasiment 15 minutes pour être sûr de trouver une place de parking et avoir le temps de s'y rendre après à pied. Et là, je me suis rappelé que j'avais déjà vécu cette situation où j'étais en retard pour aller au même spécialiste et où j'avais flippé ma race. J'étais angoissée, stressée parce que la course contre la montre, mais je vais arriver en retard, mais c'est un gars réputé, si je rate mon rendez-vous, je vais devoir attendre 1 an pour avoir une place, c'est pas possible, vous voyez. Donc vraiment, l'endroit où c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, donc vous pouvez pas le louper, ben c'est là où vous prenez du retard. Et je me suis rappelé que j'avais vécu cette situation et le niveau d'angoisse dans lequel j'étais, où je me dépêchais sur la route, et là, j'étais cool. Et je me suis surprise ce matin à être cool. Et à me dire, ben de toute façon, si je suis en retard, ben je suis en retard, je m'excuserai. Et puis, ils comprendront, l'erreur est humaine. Et en fait, je me suis lâché la grappe. J'ai été cool. Et à un moment, j'ai rigolé, je dis, waouh, quelle évolution! Mais quelle évolution, Peggy! Et j'étais vachement fière de moi. J'avais rendez-vous à 10h. À 58, j'étais pas encore garée. Donc, je me suis tapé le toupet. Je dis, je vais essayer. Je vais dire au guide,
bon, les guides, essayez de me trouver quand même une place libre juste en face. Comme ça, je serai quand même pas trop en retard, quoi. Et, bingo, en plein centre-ville, il y avait une place juste en face. Donc j'ai dit, oh merci, vous êtes sympa, je me suis garée. Je me suis dit, bon, c'est que j'ai assez relevé mon défi, il pousse pas le bouchon trop loin. Sauf que quand j'arrive là-bas, à l'accueil, pour m'annoncer, il s'est passé encore un nouveau sketch. La personne en face, elle a pris un temps fou. Mais je voyais bien que c'était un sketch, c'était énorme. C'était pas, vous voyez, c'était pas naturel, c'était pas fluide. Et je me suis dit, là, c'est encore un sketch de là-haut. Mais j'en voulais pas à la dame de prendre son temps. J'ai pas été toxique envers elle, même si c'était moi qui allais en payer les pots cassés. Je m'en fichais. Je me suis dit, elle a raison de prendre son temps, on est toujours beaucoup trop speed. Et en fait, je me suis laissée porter. Au final, je suis arrivée en salle d'attente, et vous savez combien de temps j'ai attendu? 1 heure. 1 heure. Donc finalement, ça a été mon rendez-vous, j'étais à temps. Parfois, vous revivez des situations comme ça, des mois après, et vous voyez à quel point, sur la même situation, vous le vivez beaucoup mieux, votre gestion émotionnelle, et elle a vachement augmenté, en fait. Quelque chose qui vous aurait angoissé sur un point sensible avant, là, vous le vivez avec beaucoup moins de souffrance. C'est là où vous voyez à quel point vous continuez de vous améliorer, et soyez fiers de ces évolutions et de voir que waouh, j'avance. Je me suis lâché la grappe sur ça. En ce moment, dans cette gestion du temps, je ne sais pas quand vous tournez des vidéos, puisque je n'ai pas le temps. Il va falloir que j'essaie quand même de retrouver au moins peut-être une demi-heure par semaine pour au moins ou 2 fois une demi-heure pour réussir quand même à vous refaire des vidéos dans le stock. Je travaille beaucoup la notion de temps. Au niveau de la notion de temps, on a tous aussi cette peur de vieillir. On n'a pas envie de vieillir. C'est peut-être pour ça que j'essaye de faire un max de choses. Parce que je veux profiter à fond. Pensez à la notion de temps. Comment vous êtes par rapport au temps? Dans ces peurs du manque, il peut y avoir ça. Et est-ce que vous êtes cohérent? Parce qu'il y a des gens qui ont peur de manquer de temps, mais ils ne font rien. Donc là, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de logique. J'ai peur que... Je sais pas. Hier, une de mes piou-piou runneuses que j'ai eu en consultation me dit... Je t'ai fait un cadeau, je t'ai envoyé un virement pour te faire plaisir et que ce soit un cadeau pour toi. Fais-toi plaisir. Et elle me dit, tu vois, je le fais que là maintenant, c'est au mois de mai, mais depuis le mois d'octobre, j'avais envie de le faire. Vous voyez, cette notion de temps, chez les runners, elle est vécue parfois un peu étrangement. C'est-à-dire que vous avez aussi un problème avec le temps, mais par contre, vous posez pas d'action, vous n'agissez pas. Et vous, c'est tout le contraire de moi. Vous, le temps passe et rien ne se passe. Ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, moi. Parce que pour moi, le temps est précieux. Il faut l'optimiser. Moi, c'est ça, mon esprit contrôlant. Il faut optimiser le temps. Moi, j'ai une sorte de Tetris constamment dans la tête. J'ai des post-it dans tous les coins. De tout ce que je dois penser à faire, je stabilote, etc. Il faut optimiser le temps.
Et vous l'optimisez pas. Pourtant, vous avez quand même peur. Mais pourtant, vous agissez pas en conséquence. C'est très masochiste et ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. C'est genre, moi, j'en fais trop, mais vous, parfois, vous en faites pas assez. Ben, allez regarder un peu toutes ces incohérences-là. Et essayez d'aller voir quel est votre point faible et votre énergie sucre d'orge. Quel est l'inconfort que vous avez peur de vivre? Qu'est-ce qui vous bloque? Le trio, là, c'est quoi? Comment vous fonctionnez? Faites connaissance avec vous. Allez regarder quel est votre point faible et votre faille à vous. J'ai des yeux fatigués, vous étonnez pas, c'est que je suis vraiment fatiguée du rythme que j'ai eu ces derniers temps. J'ai eu aussi beaucoup de défis dans cet état de fatigue. J'ai revu une vidéo ce matin dans la révision 19 qui était la vidéo non à la toxicité, non travaillée, je ne sais plus la vidéo. Et dedans, je parlais que j'avais eu une gastro et qu'on m'avait testé en état de fatigue. Oh bah, comme par hasard, la veille que la personne âgée vienne, je me suis chopé une gastro des enfants. Les enfants ont une gastro et moi je l'ai chopée derrière. Et j'ai pas pris un seul jour de repos. Et j'ai enchaîné à devoir garder en plus quelqu'un à la maison. Avec en plus des festivités les week-ends. C'était le jackpot, j'ai pas eu de repos. J'ai été donc inévitablement fatiguée, mais je suis restée très zen. C'était comme si rien n'arrivait à me perturber. Contraction. Les guides l'ont vu. Pourtant, ils ont mis... Waouh, ils y sont allés. Ils y sont allés. Mais il n'y avait rien qui arrivait à me perturber. Il n'y a rien qui arrivait à me fâcher. Je restais patiente, connectée au cœur, cool, de bonne humeur, bienveillante, attentionnée avec tous les gens autour de moi. Ça allait. Et je me suis dit, bah, franchement, vos défis, ça va. J'ai vu aussi mon amélioration, même en état de fatigue, j'étais comme ça. Mais on m'a représenté plein de situations inconfortables, mais ça a été. On va passer sur un autre sujet. On va revenir sur un sujet de l'inconfort. Quand vous avez des gens autour de vous qui sont dans des humeurs compliquées, comment gérez-vous ça? Comment vous vous sentez, vous, quand les gens autour de vous sont dans des humeurs compliquées? Ils sont tristes, ils sont énervés. Est-ce que cela crée encore un inconfort chez vous? Comment agissez-vous dans ces cas-là? Est-ce que vous cherchez absolument à fuir cet inconfort que vous vivez et vous partez dans des mécanismes contrôlants? Ça peut être différent. Certaines personnes vont vouloir compenser le mal-être de l'autre et le servir pour vite, sauveur satisfacteur, te faire remonter en émotion pour être apaisé, parce que si tu es apaisé, je suis apaisé. Donc je fais à la place d'eux, je compense ton mal-être, je me suradapte pour que vite tu ailles bien, car je ne suis bien que quand l'autre va bien. Ça, typiquement, c'est pas ok. Moi, j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps. Ça vient de mon enfance et c'est pas ok de fonctionner comme ça. Et d'autres personnes vont avoir un mécanisme contrôlant différent. C'est-à-dire qu'ils vont vous engueuler si vous êtes de mauvaise humeur. Ils vont vous reprocher de ne pas parler. Ils vont vous reprocher d'être triste. Ils vont vous reprocher de ne pas avoir envie de parler. Parce qu'ils veulent que vous leur apportiez un profit. Ils ne vous aiment que quand vous êtes de bonne humeur. Certains parents fonctionnent comme ça avec leurs enfants. Ils ne veulent que leurs enfants ne soient que de bonne humeur. Donc si l'enfant va pas bien, qu'il n'a pas envie de parler, qu'il est fatigué, qu'il est de mauvais poil, il se fera engueuler.
car là, tu ne m'apportes pas un profit positif. Donc je t'engueule et je te punis. Tu n'as pas le droit de ressentir des émotions. Tu dois étouffer tes émotions négatives pour être agréable pour les autres. C'est pas du tout ok non plus. Tout ça n'est pas ok. Les gens n'ont pas à étouffer leurs émotions pour vous. Je disais, les gens n'ont pas à être là pour vous servir et vous êtes agréable. Vous n'êtes pas le roi ou la reine et les autres sont le fou du roi et ils sont votre distraction. On n'a pas le droit de chosifier les enfants et les enfants parfois ont des... Voilà, ils ont des problématiques dans leur vie. Parfois ils ont du mal à encaisser leur émotionnel pendant quelques jours et il faut accepter. Il faut accepter, même si pour vous c'est inconfortable. À une époque, tout ça n'était pas recevable. Les parents engueulaient les enfants. Un enfant devait toujours être de bonne humeur. Il ne devait pas poser de problème. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Toujours cette phrase où tout était là pour vous faire vous taire et être dans des émotions positives. Vous n'aviez pas le droit d'avoir des émotions négatives. Où en êtes-vous, vous, par rapport à vos enfants? Comment vous comportez-vous? Est-ce que vous arrivez à avoir cette connexion au cœur que l'autre a le droit de vivre quelque chose de compliqué, qui est dur à encaisser pour lui? Est-ce que vous le laissez encaisser ça? Est-ce que vous essayez de gérer à sa place? Est-ce que vous arrivez à être dans la nuance de gris? Ou est-ce que quand vous êtes fatigué, ben vous, au contraire, tu ne dois pas déranger et viens pas me compliquer la vie? Parce que j'ai peur de manquer de gaieté. Là, tu viens réduire ma gaieté, c'est inconfortable. Allez rechercher un peu ces peurs du manque qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce que ça cache chez vous? On va se laisser avec un petit extrait. Mais c'est un extrait, j'ai un doute qu'il soit sorti dans une ancienne vidéo, mais s'il doit retomber, ben c'est qu'il doit retomber. Le premier extrait dit « Votre besoin de vous protéger naît du fait que vous êtes séparé de votre puissance intérieure. Vous donnez plus d'importance à ce qui se passe à l'extérieur, plutôt que d'écouter ce qui pourrait être en vous. Vous donnez plus d'importance à ce que vous voyez qu'à ce que vous voudriez. Cependant, ce que vous voyez ne sont que vos projections personnelles. Les projections sont les histoires illusoires que vous vous racontez. Elles racontent que les autres ne sont pas fiables, qu'il est nécessaire de travailler beaucoup pour gagner sa vie, que l'on risque de ne plus être aimé en étant vraiment soi-même, que l'on ne se sent pas à la hauteur, que le monde est dur ou que vous ayez honte de vous, etc., etc. Ces histoires créent votre réalité manifestée d'aujourd'hui. Et c'est de cela dont vous ressentez le besoin de vous protéger, pour ne surtout pas le vivre. En fait, vous ne faites que vous protéger de vos propres histoires. Je trouve ce passage intéressant. Et tout ça à cause d'une peur du manque, d'une croyance limitante. Et parfois, ces croyances et ces peurs que vous avez, ces peurs du manque, ne sont pas les vôtres. C'est vos parents qui vous ont éduqué en fonction de ça. Et cette semaine, j'ai eu beaucoup de conversations où j'ai bien vu les peurs du manque de ma mère encore, qui n'ont ni queue ni tête. C'est encore des fonctionnements du temps de guerre, on répète les mêmes phrases. Et certains m'en ont répété aussi. Certains m'ont dit, ma mère m'a toujours dit, habille-toi bien pour aller au travail, mais chez toi, habille-toi avec des vieilles affaires. Pourquoi? Pourquoi être habillée à la maison comme une merde? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de s'acheter beaucoup de fringues, ça coûtait cher, et donc on ne les mettait que quand on sortait, c'était les apparences à l'extérieur, mais chez toi, pour ton mari, tes gamins, pour toi, tu t'habillais comme une grosse merde. Voilà. Les économies.
Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fonctionnes encore comme ça, c'est-à-dire que tu as ton armoire remplie de fringues que tu mets pas pour mettre des fringues trouées chez toi comme une grosse merde. Moi, personnellement, je m'habille bien pour moi. Et je pense que c'est agréable pour les gens qui vivent avec moi. Ça me ferait chier d'être habillé. Ça me ferait chier de vivre avec quelqu'un qui s'habille comme un gros pouilleux dans les moments où il passe avec moi. Moi, j'aurais tout le loisir de le voir habillé comme un pouilleux pour qu'il soit beau pour aller au boulot. Non, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Ben, typiquement, ça, c'est des fonctionnements de gros radins, alors qu'après, vos fringues, elles sont passées de mode et vous ne les mettrez plus. Ou vous continuez à mettre des trucs démodés alors que vous êtes pété de thunes. Vous voyez? Il y a des trucs qui sont insensés. Vous allez mettre un vieux truc démodé qui a coûté cher à une époque, mais qui est devenu laid et scellé. Achetez-vous un pull à 30 euros. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter des machins à 200 euros. Achetez-vous un pull à 30 euros. Soyez aussi un peu dans le move, dans la tendance. C'est quand même aussi plus agréable, en fait. Certains d'entre vous m'ont dit « Je porte des fringues avec des trous, je porte même des dessous avec des trous. » Alors que vous avez l'argent, hein? Bah, tout ça, c'est des peurs du manque. Vous faites des trucs qui ne sont pas logiques. On va se laisser avec un autre extrait. Combien de fois fait-on payer la même erreur à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents? Chaque fois que nous nous en souvenons, nous les jugeons à nouveau et nous les faisons à nouveau payer pour leur erreur. Le juge en nous a tort parce que notre système de croyances programmé dans notre enfance est faux. 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges. Même si c'est faux, cela nous donne un sentiment de sécurité, qui n'est au final qu'une illusion, et nous souffrons de croire ces mensonges. Ça, c'est un extrait des 4 accords Toltec. L'extrait précédent était un extrait de l'effet miroir de Géraldine Bergon, et là, c'est un extrait des 4 accords Toltec. Et c'est ça. Les 3/4 du temps, vous souffrez de vos mensonges, de croyances qui ne sont même pas vraies. Voilà pourquoi il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances. Et parfois, c'est des croyances qui viennent de vos parents. Et tout ça, et vous souffrez de trucs de masochistes qui vous viennent même pas de vous, que si vous vous posiez 2 secondes, que vous y réfléchissiez en conscience, que vous sortiez de votre somnambulisme, où vous faites les choses parce que maman elle a dit que, coupez le cordon, pitié, que vous faisiez un peu les choses en fonction de vous, ben en fait, vous ne le feriez pas parce que ça n'a rien de logique. Et bien, c'est tout ça que vous devez repérer. C'est tout ça que vous devez repérer. Je vous donne un autre exemple con. Ma chérie tache facilement ses habits. Elle grandit à vitesse grand V. J'ai l'impression tous les 6 mois que ses fringues, ça va plus. C'est une horreur. Elle m'a niqué une jupe. Elle a fait des taches. J'ai essayé de mettre du détachant je ne sais combien de fois. J'ai pas réussi à ravoir la jupe. Je suis obligée de la balancer. Ma mère me dit « Ben t'as qu'à lui faire mettre pour rester à la maison. » Je dis « Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je m'infligerais à moi de l'avoir habillée comme une pouilleuse à la maison? Il y a quand même des tâches comme ça, hein. Enfin, elle va avoir l'air de rien, enfin, va ressembler à rien. C'est pas agréable, quoi, pour moi. Je lui dis, je lui achète des fringues, quoi? Pour avoir l'air, pour faire plaisir aux autres, non? Moi aussi, j'ai envie de la voir jolie. Et elle grandit tellement vite, ben, elle ne la mettra plus, celle-là. Elle mettra d'autres qui tourneront d'autant plus. Elle sera quand même jolie. Et puis, ben, ces fringues-là, si ça tombe dans 6 mois, elle les mettra plus autant qu'elles soient mises, plutôt que de mettre quelque chose qui est abîmé, qui ressemble à rien. Vous voyez, toutes ces conneries et ces conseils de merde qui vous sont donnés par des anciens. De soi-disant, c'est la super astuce de sagesse. Mais c'est complètement débile.
Et je lui ai dit, mais pourquoi j'irais faire ça? Je vais en tirer quoi comme profit? Que, waouh, génial, elle l'aura mis, moi ça m'aura gonflé de le voir. Elle, ça va la gonfler. Ça fait beaucoup le côté punitif, vous voyez? Coup de lasso. Et ces fringues qui sont ok dans l'armoire, ben on les mettra pas, on les rangera intactes parce qu'elles seront trop petites après et elles n'auront pas servi. Mais c'est quoi? Mais que c'est débile, mais que c'est débile. Ben là, vous repérez toutes les peurs du manque des anciens. Il n'y a rien de logique, c'est du grand n'importe quoi. Mais parfois, ils essayent de vous imposer leur façon de fonctionner comme étant de la sagesse. Ils veulent faire le gourou. Non, avec moi, ça s'apprend pas. Hein. Avec moi, ça s'apprend pas. Non, mais arrête. Non, mais arrête, on n'est plus en temps de guerre. Hein. C'est ce que je lui ai dit. C'est bon, on n'est plus en temps de guerre. Hein. Il n'y a rien de logique. Je vais lui trouver une jupe à 10 €, franchement. Même si je veux en racheter une, je vais la payer 10 €. Arrêtons. Mais par contre, elle, par peur de manquer de friandises, son budget gâteau et sucreries par mois, il est explosif. Vous voyez? Les gens mettent les priorités en fonction de leur peur du manque. Mais ils aimeraient vous imposer à vous leur façon et votre angle de vue. Ils aimeraient vous imposer leur angle de vue, alors que vous, vos priorités à vous, ne sont pas au même endroit. Ben eux, ils fonctionnent comme ça. Et ça, vous devez réfléchir à ça. Moi, ça ne s'apprend pas. Mais vous vous laissez influencer par des programmations familiales. Il est temps de couper et de retrouver votre propre identité, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être une extension de votre parent. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'avoir des opinions. Vous avez le droit d'avoir des goûts. Vous avez le droit d'avoir un avis. Vous n'êtes pas obligé d'être un zombie. C'est tout ça que vous travaillez. Et il y a beaucoup de choses qui sont travaillées sur toutes les notions de famille. Ça sera l'objet sans doute de la prochaine vidéo. On verra. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end.